Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui on va parler de Superman The Last Days of Lex Luthor, un comics que vous allez voir et vous l'avez compris à la vignette, me pose un petit problème au niveau de l'ancrage, mais je vais vous en parler. Alors ce comics est en fait un one shot, un album qui est sorti dans la collection Black Label chez DC Comics, qui a été publié chez Urban Comics. Il fait 168 pages et le scénario est signé Mark Waid, que je ne présente plus et qui se régale et qui nous régale en ce moment chez DC Comics. Le fameux Brian Hitch aussi, dont j'ai déjà pu parler lorsque j'ai fait une vidéo sur les Ultimates. À l'ancrage, on trouve Kevin Nolan, alors qui est peut-être pas connu des lecteurs modernes, parce qu'il se fait assez rare, on va dire, en termes de dessin, mais je vais en reparler un petit peu après. Et puis David Byron à la couleur, qui est généralement une valeur sûre en termes de colorisation. Alors attention, il y aura quelques micro spoilers quand même dans cette vidéo parce que je suis obligé d'aborder certains points de l'histoire, mais j'ai fait le choix de ne pas traiter le dernier épisode, puisqu'il y a un twist, il y a pas mal de choses qui arrivent, donc rassurez-vous là-dessus, il n'y aura pas d'éléments sur, cette dernière partie, pour préserver quand même, le plaisir de la lecture. Avant de continuer, un petit aperçu du programme. Donc d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'histoire, je vais vous pitcher ça, après on va échanger sur le scénario, et se poser la question: «Est-ce que c'est un récit qui est trop classique?» Concernant le dessin, ben, Brian Hitch est son niveau habituel, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? On va parler évidemment de l'ancrage de Kevin Nolan, est-ce qu'il impose trop sa patte? Je vous donnerai mon avis là-dessus. On va parler évidemment aussi de la colorisation de David Baron qui est de grande qualité, je le spoil tout de suite, mais vous allez voir qu'elle me pose question sur un ou 2 points. Et puis, je vais vous parler de pages marquantes, en l'occurrence une double page, essayer de vous proposer une petite analyse, graphique de cette double page, à la fin de cette vidéo. Mais avant, un petit coup de promo pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, dans mes précédentes vidéos, je travaille aussi sur un petit e-fanzine gratuit que vous pouvez lire en ligne, il y aura le lien dans la description et sinon il y a un lien sur la page YouTube de la chaîne. Tout simplement, c'est un petit délire. Je voulais, travailler sur une maquette, écrire, des critiques, plutôt rédigées et pas forcément parlées. Prendre le temps en fait de construire un petit peu ce numéro, et d'en sortir un tous les 2 mois sans grosse pression, mais en abordant des sujets, des comics qui peut-être, comme c'est le cas ici pour ce premier numéro, n'intéresseraient personne en vidéo sur YouTube. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si ça intéresse un petit peu plus sur, en version e-fanzine, mais voilà, un espace complémentaire aux vidéos si vous voulez vous poser et lire tranquillement, mes critiques, sur ces séries. Alors un petit résumé de l'histoire, ça va être simple parce que l'idée c'est de pas de vous spoiler les choses, mais vous avez sans doute, peut-être entendu parler déjà du postulat, qui est dans le titre, donc je ne vais pas vous spoiler, non plus quelque chose qui est un peu, connu de tous. Il faut savoir que cette histoire, elle se place dans un univers S-World, c'est-à-dire que vraiment on est dans un récit alternatif. Alors pas un univers S-World complètement barré, mais où vous reconnaîtrez en fait un univers qui reprend des éléments, de différentes histoires, mais qui n'est pas dans la continuité actuelle de Superman. L'histoire est racontée du point de vue de Clark Kent, qui va écrire justement un article sur les derniers jours de Lex Luthor. Et pourquoi ces derniers jours? Parce que tout simplement, Lex Luthor vient solliciter, alors à sa manière, vous verrez, l'aide de Superman, puisqu'il se retrouve, victime de radiation après avoir essayé de maîtriser, la kryptonite. Il meurt, son corps est en train de se détruire, du fait de ces radiations et il vient solliciter l'aide de Superman en sachant que, ce dernier, compte tenu de ses valeurs, n'aura pas d'autre choix que de l'aider. Et ce récit, met en parallèle 2 choses, à la fois, des souvenirs d'enfance, qu'ont partagé Clark Kent et Lex Luthor, qui se sont côtoyés enfants à Smallville. Je me souviens plus si c'est dans la continuité actuelle ou pas aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait pas mal référence à la série Smallville. Et puis aussi, ben, finalement, tout ce que Superman va déployer pour aller essayer de trouver un remède, et sauver son ennemi juré. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'en fait, elle confronte les valeurs et la moralité de Superman à finalement quelque chose qui est, que beaucoup de gens vont pas comprendre, à savoir qu'il va essayer de sauver l'homme qui a tenté de le tuer à plusieurs reprises.
et ça va d'ailleurs, on le voit, dans une partie de l'épisode, créer des tensions avec, des alliés à lui, notamment Wonder Woman qu'on voit ici. Et puis il va l'amener à se confronter à tout un tas de dangers, mortels pour à chaque fois essayer de tenter une nouvelle solution pour sauver Lex Luthor. Ce qui est intéressant, c'est cette opposition morale, en fait, entre, ce personnage de Lex Luthor qui ne cache pas son dédain, permanent et le fait qu'il méprise, Superman tout au long de ce comics et pour autant, il le piège, en tout cas, il a l'impression de le piéger à sa propre moralité en l'obligeant à l'aider et ce qui est, assez passionnant, c'est de voir comment Mark Waid, justement, tient bien la ligne sur le fait que le personnage de Superman, lui, n'a pas l'impression d'être manipulé puisque de toute façon, spontanément, il propose, en tout cas, il ne négocie pas son aide et il va la proposer et il va, se mettre en risque pour aider Lex Luthor et ça aussi, c'est quelque chose qui est, assez classique dans l'approche du personnage, à savoir la force, de son approche, vertueuse et le fait que ça peut paraître, dans un monde très cynique finalement, complètement idiot, voire naïf, ou jusqu'au boutiste, qu'importe, mais en tout cas, c'est ce qu'a voulu, raconter Mark Waid, jusqu'à quel point Superman est prêt à aller pour, finalement sauver un homme qui n'a toujours cherché qu'à le tuer. Donc c'est un récit que j'ai trouvé, plutôt inspiré, thématiquement. Qui comme voilà, comme je le disais, pose des questions intéressantes, pas nouvelles, clairement, sur le personnage, puisque c'est ce côté, challengeant de la moralité, de Superman, et jusqu'à quel point elle peut tenir. Il y a déjà plein d'épisodes qui les ont traités. L'un des plus connus, il a été écrit par, son nom m'échappe, mais ça va me revenir. C'était un épisode dans lequel, je crois que c'est Joe Kelly, voilà, dans lequel il confrontait, Superman à une version alternative de l'équipe de The Authority qui d'un coup, voulait lui montrer à quel point sa moralité était un peu bidon. Donc voilà, donc c'est pas nouveau, hem, mais en ça, ce qui est intéressant en fait, c'est que, on retrouve, heu, cette espèce d'échange en fait permanent entre les 2 personnages et on voit jusqu'à quel point, le personnage de Superman va rester, un peu droit dans ses bottes. Alors encore une fois, il se passe des choses dans le dernier acte, que je vais pas vous spoiler, mais c'est plutôt intéressant de voir cette confrontation et ce côté aussi, la façon dont il regarde Lex Luthor et ça aussi c'est un truc, très chouette je trouve, qui est que, il n'est pas seulement dans la logique, qu'il doit aider tout le monde, y compris ses ennemis. En fait, il explique à un moment donné que, ce qu'aurait pu être Lex Luthor, s'il ne s'acharnait pas et s'il ne se perdait pas dans cette recherche de l'affrontement et de la supériorité et c'est, je trouve, une façon très intéressante de dépeindre la façon dont, Superman voit le monde et donc ce qui explique aussi pourquoi il a cette approche systématiquement par rapport à ses ennemis, aux dangers auxquels il est confronté, de toujours trouver une solution autre. Voilà et donc c'est en ça que c'est un récit, je trouve, assez inspiré sur le fond et sur la forme, en revanche, c'est vrai que c'est un peu plus classique. Un peu plus classique dans le sens où, il y a un petit côté un peu, catalogue. C'est-à-dire que Mark Waid balade un peu les personnages dans plusieurs aspects de l'univers de DC Comics et Superman, que ce soit la Phantom Zone, que ce soit aller voir, différents alliés de Superman au fin fond de la galaxie, au fin fond des profondeurs. Donc c'est une structure, j'allais dire un peu catalogue, avec quelques petites péripéties à droite à gauche et c'est surtout le dernier acte qui amène, j'allais dire un petit peu plus de choses avec un twist qui est, on va dire, assez classique aussi. On va pas dire que vous pourrez pas forcément le voir venir parce que de toute façon, il y a rien qui l'annonce, mais voilà, ça reste, un type de twist qu'on a déjà vu, plusieurs fois. Mais ce que je trouvais, que le film a réussi, en fait, c'est l'espèce d'atterrissage un peu émotionnel, sur ce que ça dit des personnages. Donc classique dans sa narration, classique dans sa structure, mais plutôt juste et je trouve intéressant sur le fond. Au niveau du dessin donc, on retrouve Brian Hitch et c'est vrai qu'il y a toujours une question que je me pose avec Brian Hitch, c'est est-ce que son niveau de dessin, en fait, il me suffit? C'est un peu comme Jim Lee, pardon, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tellement été habitué à un niveau d'excellence absolue, pour ces artistes, en tout cas à un moment donné où on a adoré, leurs planches et on les a trouvées assez extraordinaires. Que passent les années et au bout d'un moment, peut-être par force de voir des nouvelles choses, à force de voir des encore d'autres artistes qui vont plus loin, hein, qui poussent encore plus loin leurs qualités, bah, on peut se demander toujours si ça finit par s'ils continuent à nous plaire de la même façon. Et l'exemple de Brian Hitch, c'est un cas particulier parce qu'en fait, c'est un artiste, je trouve, qui est commencé à naître dans l'ombre,
un petit peu de d'Alan Davis, hem, qui a su s'en affranchir et qui a su faire évoluer son style assez rapidement, qui a littéralement après, pour moi en tout cas explosé d'abord sur Stormwatch, sur Authority, puis après sur Ultimates, où là vraiment il a posé un peu, son style et là, j'ai mis quelques exemples, hein, mais que ce soit déjà, dans la façon d'être ultra réaliste dans la dépiction des décors. On voit en bas à gauche cette ville qui est assiégée par un robot géant. Voilà, on a toujours ce niveau de détail, et de crédibilité aussi dans les environnements. On a aussi la façon dont il a orienté son dessin vers des personnages plutôt réalistes en termes de design avec, j'en reparlerai après, des avantages et des inconvénients. Et puis surtout, on a l'impression que rien ne lui fait peur, c'est-à-dire que, voilà, il y a pas d'angle, il y a pas de technologie, de lieu qui ne semble l'arrêter et il semble capable de tout dessiner et tout designer. Mais en même temps, depuis, on a vu d'autres dessinateurs, par exemple comme Gary Frank, comme Jason Fabok, qui sont finalement allés sur des créneaux assez proches, hein, de réalisme, tout en intégrant derrière un autre travail, peut-être encore plus poussé en termes de réalisme, de design, qui fait qu'aujourd'hui, ben, on ne sait pas toujours trop quoi attendre de Brian Hitch, et je pense par exemple, récemment à ce qu'il a fait sur Redcoat qui est absolument, fabuleux, moi je trouve, enfin vraiment et vraiment j'en reparlerai de toute façon, un excellent travail dessus. J'avais trouvé son Batman avec Warren Ellis aussi intéressant et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu en forme comme ça. Par contre, ses derniers travaux chez Marvel m'avaient vraiment laissé dehors. Donc ça, c'est quand même un point qui fait qu'on se pose toujours la question: «Qu'est-ce qu'on va obtenir en fait? Qu'est-ce qu'on peut attendre?» Et c'est vrai que souvent, et c'est pour ça que j'ai mis cette page aussi, ce qu'on attend de Brian Hitch, en tout cas ce pourquoi il s'est fait connaître aussi, c'est cette dimension très épique, dans ses dessins. C'est-à-dire que dans Ultimate, c'était des scènes de combat, vraiment titanesques, hein, notamment dans la seconde saison où il y avait cet affrontement, absolument délirant, entre les Avengers et des milliers, de créatures, qui étaient amenées par Loki, si je me souviens bien. Et là, ici, on a cette scène d'affrontement entre la Légion des super-héros et les, Fatal Five, si je me souviens bien, même s'ils sont plus nombreux ici. Donc voilà, donc ça, c'est typiquement ce qu'on attend un peu de Brian Hitch et en même temps, ce qui est drôle, c'est que, plus je regardais cette planche, et plus je me disais: «Bah, finalement, heu, ça claque évidemment, c'est parfaitement colorisé, les postures sont intéressantes», bien que et c'est là où je mettrai toujours un petit peu bémol, c'est que, j quand je regardais cette page et la construction, et j'allais dire un petit peu plus bordélique que, ne l'était par exemple une page, assez proche dans les X-Men où ils débarquaient en plein affrontement, contre l'Empire Shi'ar, par exemple la garde, Shi'ar. Il y avait une espèce de composition générale que je trouvais plus équilibrée. Ici, c'est vrai il faut prendre le temps de regarder un petit peu, comment les personnages se superposent. Il y a aussi, des proportions des fois un peu étonnantes, je trouve, en tout cas qui ont l'air étonnantes même bien si qu'elles sont justes, mais sur des longueurs de bras de personnages comme Saturn Girl par exemple à droite. Et puis il y a aussi, voilà certaines postures qui manquent d'élégance et ça c'est une autre comparaison. Je disais tout à l'heure que Brian Hitch vient un peu en tout cas s'est forgé beaucoup, par rapport au style d'Alan Davis au début. Bah, je trouve qu'Alan Davis a toujours su garder, dans des scènes comme ça, des postures très élégantes, ouais, très jolies à regarder, c'est regarder, je parlerai un jour de son chef-d'œuvre absolu, The Nail, qui regorge de séquences comme ça et je trouve que sa composition a toujours quelque chose de très fin et de très raffiné, qui manque un peu ici à Brian Hitch, dans cette double page, mais on va pas faire la fine bouche, hein, elle est quand même, assez excellente. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup vu, dans ces autres titres comme, America Got Power par exemple et des fois j'avoue que je me dis: «Ça devient un peu lassant», bien que parfaitement exécuté. Mais surtout, ce qui me pose question dans ce comics, et j'en parlais déjà depuis, le début de cette vidéo, c'est la question de l'ancrage par Kevin Nolan. Alors Kevin Nolan, c'est un artiste qui a commencé comme encreur, mais qui est un artiste plus complexe que ça en fait, puisqu'il est aussi, dessinateur. Là, je vous ai mis, quelques exemples de comics enfin de couvertures ou de comics qu'il a dessinés. Il a bossé pour Marvel, il a bossé pour DC. Je l'avais, jamais trop remarqué en tant que dessinateur de planches. C'est dans Johnny B. Quick, à l'époque où je lisais tout ABC Comics, que je l'ai découvert. Johnny B. Quick, c'est la série, sur un gamin génial et c'est avec beaucoup d'humour et
qui a toujours des inventions complètement délirantes, qui ont des conséquences, aussi tout aussi délirantes dans son environnement et qui paraissait dans la série anthologique Tomorrow's Stories. Et c'est là où j'ai découvert que, un peu son style, qui peut faire penser par certains côtés, à des dessinateurs, déjà à la fois plus classiques, plus de strip on va dire que de comics. Il y a un petit côté, hem, aussi comment dire? The Goon aussi un petit peu je trouve dans le graphisme, bon bref. Mais en tout cas voilà, c'est quelqu'un qu'on reconnaît principalement au visage. Si vous faites attention à plusieurs, là déjà on voit entre Doctor Strange et Flash et Superman, il y a une façon de faire les visages chez lui qui est assez symptomatique. Hem, surtout les visages de super-héros. Après on voit que le reste, et notamment si on regarde dans Johnny Be Quick, il y a beaucoup de caricatures en fait un peu. Ça reste réaliste, mais il y a un côté un peu caricatural dans les visages. Et justement cette façon d'imposer, les visages, c'est quelque chose qu'on retrouve c'est sur pas mal de choses en fait, chez lui. Alors c'est pas un artiste encore une fois, que j'ai suivi avec attention. J'ai pas regardé son artiste édition par exemple, mais j'avais regardé quelques illustrations. Je suis pas un très grand fan, globalement de son style, mais encore une fois, le fait que j'en sois pas fan ne veut pas dire que c'est pas un style de qualité, bien évidemment. C'est un artiste qui sait, parfaitement bien designer beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de textures. J'avais feuilleté à l'époque ce Modern Masters là qui lui est consacré. On voit qu'il y a quand même des dessins assez extraordinaires, même si encore une fois, je suis pas toujours fan des positions de ces personnages et de la façon dont il dépeint, l'anatomie. Mais ça reste quand même un très bon artiste et un encreur que j'ai déjà vu intervenir sur pas mal de séries et avec déjà cette caractéristique-là et là, ce qu'on va retrouver ici, c'est le fait qu'il impose, quand même, beaucoup plus sa façon de dessiner les visages qu'un encreur traditionnel. C'est-à-dire que quand je dis un encreur traditionnel, c'est vraiment un encreur qui va essayer de suivre vraiment le coup de crayon et le style du dessinateur et là, en l'occurrence et vous allez voir, je vais vous montrer après, quelques exemples concrets. Je trouve que, je vois plus les visages de Kevin Nolan que ceux de Brian Hitch. Alors peut-être que c'est pour le mieux, parce que c'est vrai que des fois Brian Hitch, ça peut être un peu compliqué les visages, paradoxalement. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de son encreur. Ça dépend aussi peut-être du temps qu'il a mis et la rapidité avec laquelle il a fait un récit. Peut-être que ce récit-là a été fait de manière beaucoup plus rapide, que ce qu'il fait d'habitude parce qu'à côté de ça, il devait peut-être travailler en parallèle sur Redcoat. Toujours est-il qu'on a un peu l'impression que ces crayonnés sont de qualité indéniablement, vous allez voir après, mais peut-être que les visages ont été moins, travaillés qu'il n'a pu le faire sur d'autres séries, comme notamment, hem, ça s'appelait Heaven Ladder, je crois. Donc l'échelle du paradis qui était un grand format qu'il avait fait à l'époque, sur la JLA qui était très, très impressionnant. Peut-être que j'en parle un jour aussi de ça. Mais voilà, il y avait un autre soin sur les visages et là, en fait, on peut avoir l'impression que soit, bah, il a laissé carte blanche à Kevin Nolan, soit, eh ben, il a subi un petit peu cet ancrage, mais on le voit, c'est très flagrant sur Superman. Je vous ai mis quelques vignettes et notamment sur la texturisation du visage ici, mais aussi, voilà, la façon de dépeindre les traits, les yeux, le nez. Ça se voit un petit peu moins sur Wonder Woman, bien qu'en fait, encore une fois, je trouve qu'il y a une inconsistance un peu des fois dans le visage, mais je saurais pas dire si elle vient de Kevin Nolan ou si elle vient de Brian Hitch et son Lex Luthor s'en sort pas trop mal, bien que je trouve qu'encore une fois, il a pas toujours la même tête d'une image à une autre. Des fois, il peut ressembler à Patrick Stewart, des fois, il peut ressembler à un autre. C'est pas super évident. Alors qu'en fait, le style de Kevin Nolan, c'est vraiment ça, là. Je vous ai mis la couverture alternative qu'il a faite pour cette série avec un Lex Luthor à gauche, qui semble, être le portrait craché de Grant Morrison, ce qui est peut-être pas, qui est peut-être pas anodin ou en tout cas, hem, comment dire? Intentionnel, enfin qui est sans doute intentionnel de la part de Kevin Nolan. Mais vous voyez tout de suite, la façon dont il fait son Superman, c'est quand même, assez flagrant. Et pour vous montrer un petit peu, justement, comment comment la différence entre les 2, ce qui est intéressant, c'est que dans cet album, il y a des planches, à la fin qui permettent de comparer les 2. C'est assez marrant d'ailleurs qu'ils aient fait cet exercice-là alors que ça va un peu dans le sens du la façon de qui montre montrer un peu la transformation qu'amène l'encreur. D'ailleurs, Kevin Nolan qui se définit un peu comme un finisseur, on va dire, plus que comme un encreur et là, ça se voit vraiment. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a, j'ai mis 3 flèches pour indiquer 3 exemples. Bah, le visage, là, maintenant, vous voyez le visage dessiné par Brian Hitch, c'est quand même assez impressionnant les différences. La forme de la tête, qui est très rectangulaire chez Brian Hitch, là, elle est un peu plus resserrée, les cheveux sont travaillés différemment,
Le nez n'a plus rien à voir, Kevin Nolan lui fait une rhinoplastie, assez dingue. La forme de la bouche, les yeux, et puis même le visage en fait, est beaucoup moins carré. Donc voilà, là pour le coup, il a pris des énormes libertés avec le visage de Ryan Hitch. Hem, Ça franchement, ça me questionne. Quel est l'intérêt en fait d'altérer à ce point-là le design des visages, quand on sait que le design des visages, c'est quand même très caractéristique chez un dessinateur. Donc ça vraiment, ça m'interroge. Et après, on voit que à l'inverse, et ben, il traite les ombres, sur le torse de Superman, ben, là, il respecte, parfaitement le coup de crayon très particulier de Brian Hitch qui travaille ses ombres avec ces espèces de petits traits de finition, pour en montrer le dégradé. Et puis il va même un peu encore plus sublimer son travail, là, on voit dans la flèche, au milieu, dans lequel avec le soin, il est allé, finaliser en fait, la technologie, enfin l'espèce de bout de métal, ici où il va mettre plus de détails que n'en a mis Brian Hitch dans son dessin original. Donc voilà, donc c'est assez intéressant je trouve de voir, comment il est allé, fignoler des petites choses comme ça, des boulons par-ci, préciser des traits et cetera. Par contre, altérer le visage, est-ce que c'est une façon d'apposer sa signature d'encreur, et une façon un peu, alors si c'est fait avec l'accord de Brian Hitch, pourquoi pas? Mais je trouve que pour les lecteurs, en fait, c'est un peu étrange d'avoir, un comics de Brian Hitch et de se dire à chaque fois: «Tiens, on dirait que quelqu'un d'autre a dessiné la tête». Ça me rappelle ce qui avait été montré, à l'époque sur les têtes de Superman redessinées, sur les planches de Jack Kirby, à son insu pour, coller à la soi-disant au style maison de DC. Donc je trouve ça assez rageant. Et puis j'ai pris un autre exemple en fait sur l'autre page, de petites libertés qui sont prises. Alors à nouveau, on retrouve le visage de Superman, mais déjà on voit que sur le visage de Lex Luthor, il y a aussi, une différence dans la façon de le représenter. Il y a un petit peu plus de travail sur les plis aussi, de sa veste, pourquoi pas? Il y a une texturisation supplémentaire aussi de l'ombre, sur le sol sur lequel il est appuyé. Il y a beaucoup plus de petits traits, enfin qu'il y en a d'ailleurs, il n'y en a pas du tout dans le dessin de Brian Hitch. Alors encore une fois, ça peut être une liberté que l'encreur peut prendre pour ajouter, à l'ambiance, hein. Sur le Superman qui est dans la case de droite, on voit que l'espèce de grosse ombre à plat qu'avait fait Brian Hitch au niveau de l'épaule, bah, disparaît au profit d'un travail beaucoup plus, en hachure. Et même chose au niveau des abdos. Là aussi c'est pareil, les muscles sont redessinés, par Kevin Nolan. Là aussi un choix, qui peut interroger, et clairement là-dessus, il y a une vraie altération de ce dessin, à plusieurs reprises. Alors sans doute qu'effectivement un encreur ne va pas coller, toujours, au millimètre près. Et on voit le bras aussi, c'est pareil, il rajoute une veine, il traite un effet d'ombre par-dessus le biceps. Donc c'est très intéressant et très intriguant qu'il y ait, cette altération-là de l'ancrage, comme si un peu le dessin de Brian Hitch finalement était un layout, que va utiliser, vraiment Kevin Nolan pour, non pas l'ancrer, mais pour finir le dessin. Donc c'est intéressant. Et même chose sur le visage au milieu, hein, on voit là vraiment qu'il a retravaillé aussi l'angle carrément, la forme du nez, la façon dont les ombres sont traitées. Et puis, même chose, alors voilà, encore un autre petit détail, mais au niveau du menton de Lex Luthor, là où on voit dans le dessin de Brian Hitch, plutôt une ombre un peu plus posée. Là, c'est plutôt le choix de ne pas faire, une aplane noire, mais, de travailler, des hachures. Donc voilà, c'est moins dérangeant, on va dire, mais, c'est quand même, je trouve beaucoup de liberté, prise par rapport au dessin original, qui encore une fois peuvent se faire avec l'avis de l'artiste, mais, heu, moi je trouve que si on va voir du travail de Brian Hitch, on essaie de voir le travail de Brian Hitch, pas forcément toujours fan quand un encreur, altère beaucoup le dessin du dessinateur original. Au niveau de la colorisation, bah, David Byron, comme je vous le disais, fait un travail plutôt vraiment de qualité. Il y a, pas mal de c'est un récit qui est à la fois coloré, mais qui est en même temps, dans lequel il essaie d'ancrer, au niveau de la colorisation, un certain réalisme. Et puis ce que j'ai noté, alors ce qui est bizarre parce que je sais pas pourquoi particulièrement ça m'a sauté aux yeux sur cet album. J'avais un peu l'impression qu'il y avait, énormément de travail sur les sources de lumière, mais quand je dis énormément, c'est beaucoup. C'est-à-dire au bout d'un moment, je vais pas dire qu'on était dans un film de J.J. Abrams avec des lens flares partout, mais on a un peu l'impression que, tous les personnages, très, très, très fréquemment se retrouvent face à des gros spots de lumière. Donc là, on le voit à gauche, par exemple, sur le front de Lex Luthor. Alors ça s'explique parce que, Superman a le soleil dans le dos, donc là, pour le coup, c'est plutôt crédible.
mais il y a plusieurs autres cases dans lesquelles on voit que, le coloriste, en fait, va essayer de rajouter des ou accentuer des sources de lumière naturelles ou artificielles pour pouvoir créer ces effets, lumineux sur le corps. Alors, c'est très intéressant parce que ça donne du volume, et puis ça permet d'avoir de travailler des contours et cetera. Mais je ne sais pas pourquoi sur ce titre, ça m'a paru quand même, parfois un peu trop forcé, et pas toujours tenu. C'est-à-dire que ch dans l'exemple de droite avec Wonder Woman, là vous avez, quand elle accueille, Superman justement, sur l'île, enfin elle l'accueille un peu froidement. Il y a cet effet de halo lumineux derrière elle et cetera qui je trouve manque un peu de nuance, qui peut être crédible tout à fait en termes de scénographie, mais qui est manque un petit peu de nuance aujourd'hui et qui fait que, voilà, on a l'impression là d'avoir, un cinéaste qui a installé un gros spot pour donner un peu une ambiance et puis paradoxalement, en fait, c'est quelque chose et qui je pense n'est pas tenable sur l'ensemble du récit et là, on le voit notamment dans cette scène de la suite de la scène de bagarre avec la légion des super-héros où, il y a beaucoup moins d'effets, en fait, lumineux qui sont travaillés là, alors qu'il y a pourtant beaucoup de sources de lumière différentes, hein, au niveau des personnages, que ce soit la tête en flammes, que ce soit, les différents, halos lumineux, voilà, mais là, on retrouve pas le même travail au niveau des corps. Donc voilà, c'est pas que c'est inconsistant, c'est juste que, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. À des moments, moi, ça m'a pas sorti du récit, mais je ne comprenais pas pourquoi, sur ce récit-là, il y avait eu ce besoin d'accentuer à ce point-là, certains effets lumineux. Et donc pour terminer cette vidéo, un petit point sur, une analyse graphique de quelques pages. Alors très simplement, comme je vous disais, Brian Hitch, c'est le côté épique, c'est les pages, un peu in your face, donc j'ai pris tout simplement une autre compo, très intéressante et heu et là, encore une fois, quelque chose qui montre à quel point, c'est quand même un dessinateur extrêmement talentueux, et là, on le voit, cette composition, il y a beaucoup de choses, que ce soit, Darkseid, le Highfather, pardon, de Genesis, hem, les Gardiens Noah, bref, Adam Strange, beaucoup de personnages, beaucoup de choses et c'est quelque chose qui est, intéressant parce que en fait, c'est une double page qui montre tous les efforts et toutes les rencontres que va essayer d'accumuler Superman pour, faire aider, Lex Luthor et je me suis posé la question en fait, de cette composition. Moi, j'aime bien, vous le savez, si vous avez déjà vu mes vidéos, c'est essayer de regarder s'il y a des axes, du dynamisme dans la page et en fait, ce genre de pages, elles peuvent être, ce qui m'intéresse, c'est à la fois, la prouesse graphique, hein, on va dire et là, elle est au rendez-vous. C'est-à-dire que tous les personnages, existent, ont du volume, sont parfaitement équilibrés, dans la composition de la page et ça rend le tout lisible. Et surtout, ils sont tous très bien rendus avec une favorisation aussi d'angles, un peu forcés, en tout cas un peu travaillés. Ce qui fait que c'est pas du tout une image plate, la composition je trouvais assez originale avec de la profondeur de champ, avec, à chaque fois une composition, quand même, qui se veut assez variée et notamment en fait, ce que j'ai regardé, c'est un petit peu toutes les scènes, en fait, le nombre de scènes qu'il arrive à dépeindre. Il faut regarder un petit peu dans les détails, mais on voit, comme par exemple, cette image du spectre qui regarde, en tout petit, Superman et Lex qui sont devant lui. Voilà, on a des personnages qui sont à la fois dans la pose, ou, des séquences entières qui sont, narrées dans cette composition et qui montrent un petit peu toutes les rencontres, qui ont été faites et tout ce qui a pu se passer en fait pour, essayer de sauver, Lex Luthor. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une page, hyper intéressante. Je serais curieux de savoir comment c'était écrit dans le scénario, et surtout, bonne idée aussi, derrière, de travailler, la dernière image, on va le voir, dans les axes en fait, avec ce Lex Luthor à droite qui, commence à être au bout du rouleau et puis avec cette inclinaison de sa tête vers l'extérieur de la page qui nous montre que c'est un peu l'image, conclusive en fait, un peu de ça. Après le reste, on voit que, j'essaie d'indiquer un peu des axes, d'orientation un peu, que ce soit le regard du personnage de Spectre ou l'angle des corps en fait, pour voir à quel point ça contribue à la construction de la page. C'est plutôt cohérent en fait. On a ce Superman portant Lex Luthor qui est l'axe diagonal, de toute la page et puis un peu toutes les scénettes derrière, tout autour qui sont un peu orientées, en convergeant vers lui. Donc c'est ce qui rend sans doute, je pense, cette lecture, la lecture de cette double page, assez simple, avec, encore une fois cette petite sortie à droite, du personnage de Lex Luthor qui est penché. Donc voilà, c'est pas, j'en ferai pas un poster,
mais elle est quand même, vraiment très, très bien exécutée et on voit quand même le savoir-faire l'expérience et le talent de Brian Hitch parce qu'on a l'impression quand on regarde ça que pour lui c'est facile de composer ça et en fait, c'est un boulot extrêmement impressionnant. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette série. Moi je vous recommande franchement, de jeter un œil et puis, de pourquoi pas d'acheter aussi la version française qui, est sortie dans une belle édition grand format et franchement du Brian Hitch en grand format, moi je suis toujours preneur. C'est toujours, je trouve, passionnant, de s'y replonger. On peut ne pas, totalement adhérer à l'histoire, mais elle reste agréable et puis encore une fois, même si, comme je disais, j'ai des réserves sur le travail de Kevin Nolan sur ça, ça reste, un comics de grande qualité, qui ne dépareillera pas dans une bibliothèque, dans lequel vous gardez, tous vos histoires et tous les comics que vous aimez. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil et puis, encore merci de m'avoir suivi jusqu'ici et de votre soutien sur cette chaîne qui, essaie de continuer à se relancer, tranquillement. À très bientôt. Ciao.